Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va parler dans cet entretien d'immigration, on va parler de finances publiques, mais d'abord cet éléphant au milieu de la pièce, la question qui agite la majorité en ce moment, faut-il ou pas chercher l'accord avec les Républicains pour la suite du quinquennat? Je vais vous demander votre avis. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est faisable? Il faut chercher un maximum d'accords. Quand on est en majorité relative, comme tout le monde le sait, il faut, sur chacune des réformes proposées, sur chacun des textes, obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais sur chacun des textes, vous dites pas de manière structurelle et structurante pour la suite, de façon accord de gouvernement. Mais pour tout vous dire, je l'aimerais beaucoup. Ça fait longtemps que je pense que ce serait bien d'aboutir à cela. D'autant plus que la majorité aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de bloc central. Ça ressemble un peu à l'UMP d'une époque, peut-être un peu plus déporté vers la gauche que ne l'était l'UMP, mais c'est parce que les sociodémocrates sont partis en réalité du Parti socialiste. Vous diriez, comme Nicolas Sarkozy, là, d'après nos confrères de l'Express, soufflé à l'oreille d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, qu'il faut un Premier ministre de droite, étant donné que le pays, à ses yeux, est à droite? Moi, je rentre pas là-dedans. Enfin, ce que je crois, c'est qu'il faut s'il n'y a pas de possibilité d'accord global, et d'ailleurs les Républicains disent qu'ils n'en veulent pas, donc c'est compliqué. Il faut être deux, ou trois pour avoir des accords. Ça se fait dans d'autres pays, ça se fait pas chez nous. Mais si on peut pas, il faut évidemment que le pays il avance. On peut pas constater ça et puis être dans l'immobilisme. Le président, il était élu pour faire. Il n'a pas été élu pour attendre. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout son envie. Il veut réformer le pays. Bon, pour réformer le pays, il faut des textes qui veulent dire quelque chose. Il faut des textes qui soient explicables aux Français et il faut des textes qui ne cherchent pas 12 objectifs. Donc ça, c'est une forme d'autocritique. C'est la clarté des choses. Non, c'est pas une autocritique. Je dis ce que je pense. C'est une pierre dans le jardin de la majorité. Faire. Non, pas du tout. Il n'y en a pas. Tout va bien aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité d'amélioration. Vous me dites, c'est une pierre, tout va bien, tout va mal. La vie est un énorme. Qu'on peut continuer des choses extrêmement simples. Je dis des choses extrêmement simples. Comme on ne peut pas faire un accord global, et que le LR de toute façon ne le souhaite pas, il faut des accords texte par texte, réforme par réforme. C'était très exigeant pour la majorité, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'il faut que les réformes, elles veulent dire quelque chose. Et puis, elles soient très claires, elles ne soient pas ambiguës, que les textes soient travaillés. Tout ça est extrêmement important, et que les textes, ils amènent à franchir un pas, un cap, à accompagner les mutations de notre pays. Ce sera vrai pour l'immigration, c'était vrai pour la réforme des retraites, ce sera vrai pour l'écologie, etc., etc. Ces textes-là, ils doivent être après discutés au sein du Parlement, et discutés avec LR, évidemment. Et c'est de cela peut naître, je pense, une confrontation, en tout cas positive et productive. Ce qui compte, c'est le destin de la France. C'est ça qui compte. Ça crée quand même pas l'unanimité dans votre majorité actuelle. D'après les échos recueillis par plusieurs journalistes, et en particulier Mathieu Desmoulins du service politique de TF1 et LCI, hier en réunion de groupe Renaissance, il y a eu plusieurs sujets qui ont été discutés, dont cette question-là, dont le fait par exemple que le patron du parti Renaissance veuille organiser dans quelques jours avec les principaux cadres de la majorité une réunion pour évoquer le contexte politique et la stratégie. Ça veut dire en clair, est-ce qu'on travaille avec LR ou pas? C'est normal qu'un parti politique recherche un travail sur la vie politique de la France et travaille sur la manière dont on peut continuer à travailler et réformer. D'ailleurs, les réformes, elles avancent. Tout ça, quand on regarde les choses, ça marche. Les textes sont votés. Sans doute, c'est plus laborieux que si on était en majorité absolue, mais on voit bien que les uns et les autres, au fond, se situent par rapport à des textes. Et il faut mettre, au fond, les groupes politiques de la majorité, mais surtout les groupes politiques de l'opposition, devant leurs responsabilités. C'est le gouvernement propose, et les groupes, l'Assemblée nationale, le Sénat aussi, bien sûr, mais c'est parfois plus simple au Sénat, l'Assemblée nationale vote ou pas. Et chacun prend ses responsabilités sur la manière dont on oriente son vote. C'est très important. Et donc, des textes très clairs favorisent les prises de responsabilité. Parce que sinon, dès qu'il y a des ambiguïtés ou des faiblesses dans un texte, dans une réforme, évidemment, ça affaiblit d'une certaine manière le contenu politique de la réforme, ça affaiblit aussi son efficacité. Donc il faut que ce soit des textes efficaces, clairs, sur lesquels les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Et je suis certain qu'un certain nombre de groupes, LR est un parti de gouvernement, est capable de prendre ses responsabilités sur des réformes. L'immigration en est un sujet important, peut le faire. Mais vous dites là, par exemple, il faut des textes clairs. Il y a quelques jours, dans le JDD, vous disiez il faut que les réformes soient bien expliquées. Tout cela peut aussi amener à la conclusion qu'il faut des ministres et une équipe différente. Et donc dire, oui, il faut un remaniement, comme certains le disent.
C'est vraiment l'appréciation du chef de l'État, avec qui il travaille. C'est lui qui choisit, avec le Premier ministre, les gens qui l'entourent. Ce gouvernement, il n'a pas totalement démérité non plus. Il y a plein de choses qui ont été faites. On peut les égrener à l'envi. Donc c'est l'appréciation du président de la République. C'est sûr que on parle souvent dans les remaniements de gouvernements resserrés, etc., etc. Bon, la majorité absolue, elle impose, ce que je dis, de faire en sorte que le travail de réforme il soit extrêmement clair, puissant. Il faut que quand les députés votent, ils sachent exactement pourquoi ils votent. Il faut que les objectifs, on ne poursuit pas 12 objectifs en même temps, on en poursuit un ou deux très forts. Et puis on transforme notre droit. C'est ça une réforme, pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs. Et puis on rend compte aux Français des résultats. Et c'est le cas dans le domaine du chômage. Beaucoup de choses ont été faites depuis ces dernières années sur la réindustrialisation du pays, sur plein de sujets qui aboutissent in fine par la transformation du droit du travail, par l'allègement de la fiscalité, notamment sur les entreprises, la fiscalité du capital, la fiscalité des impôts de production. Ça a abouti à une réduction très forte du nombre de chômeurs. Bon, bah, tant mieux. Il faut continuer. Imaginez-vous cette interview il y a quelques années, on serait déjà en train de parler du chômage. Donc c'est des acquis absolument fondamentaux qu'il faut continuer à préserver. Et donc il faut travailler de façon extrêmement claire. Et je suis persuadé qu'il y a toujours des majorités de bonne volonté à l'Assemblée pour, in fine, voter des textes qui disent clairement les choses. Éric Woerth, l'un des enjeux qui va se poser au gouvernement, c'est la question de l'immigration. Ça peut être un texte sur lequel on travaille avec les Républicains. Naturellement, c'est un texte sur lequel les Républicains sont allants. Pour le coup, c'est un texte aussi sur lequel plane déjà l'hypothèse d'une motion de censure, puisque Olivier Marleix, le patron des députés LR, a dit en substance, si le texte est trop laxiste, on est prêt à déposer ou à voter une motion de censure. Il y en a déjà eu 17, le gouvernement a survécu 17 fois, il survivra peut-être pas la 18e. Est-ce que vous dites oui, il faut accéder aux demandes des Républicains sur ce texte ? Et il faut parler avec les Républicains. Les Républicains, depuis des années, j'ai été chargé du programme des Républicains pendant quelques temps. Il faut évidemment faire en sorte que les Républicains soient dans qu'il y ait un dialogue. Donc c'est déjà le cas. Mais en réalité, c'est déjà le cas. Bon, c'est pas moi qui fixe les rendez-vous du président de la République. Il faut les entendre, il faut les écouter. Oui, mais enfin, il y a un ministre chargé du sujet, il y a une première ministre, au président de décider. Mais enfin, les Républicains, ils doivent évidemment parler avec le ministre de l'Intérieur sur le sujet qui concerne le ministre de l'Intérieur. Sur le fond, par exemple, quand il y a un référendum sur la politique migratoire, sur le fond, sur l'assimilation à la Constitution, sur le fond, un texte, déroger au droit européen. Un texte sur l'immigration, c'est un texte qui doit. L'objectif du texte, c'est la maîtrise de nos flux migratoires. Une meilleure maîtrise, claire, précise, qui est moins d'immigrés illégaux, irréguliers sur le territoire français. C'est ça qui est souhaité. Alors le texte du gouvernement, il n'est pas encore sur la table. Et je pense que les discussions... Il avait amorcé son chemin parlementaire au Sénat avant d'être suspendu. Oui, mais je pense que les discussions vont bon train avec le ministère de l'Intérieur. Puis à un moment donné, le ministre de l'Intérieur va indiquer les principes sur lesquels repose ce texte, et je pense que ces principes, ils seront aussi clairs que ceux que je viens d'indiquer. À ce moment-là, il y a des mesures qui seront probablement proposées par les Républicains, parce que les Républicains réfléchissent à ce sujet depuis extrêmement longtemps. Donc c'est probablement le sujet sur lequel ils sont les plus près. Bon, on verra lesquels prendre. Peut-être qu'elles sont déjà intégrées au texte, d'autres viendront par amendement. Mais par exemple, la possibilité de déroger au droit européen. C'est une erreur. Enfin, on peut toujours regarder des dérogations ici ou là. Mais au fond, le droit européen, c'est quelque chose de très important. Au-delà même de l'immigration, le droit est un instrument de puissance. On voit bien que le droit américain, il s'impose à n'importe qui, n'importe quelle banque française. Il y a le droit américain qui va s'imposer à un moment donné. C'est une puissance, au même titre que le militaire ou que l'économique. Donc, on ne va pas commencer, alors qu'on est en pleine lutte pour notre propre souveraineté, pour retrouver de l'autonomie et de la souveraineté sur le plan français et sur le plan européen. On ne va pas commencer à dépioter, au fond, la construction européenne. S'il y a des sujets européens, et c'est très complexe, donc il faut rendre un débat confus, il faut le rendre plus simple. Donc il va falloir l'expliquer aux Français. S'il y a des sujets européens qui sont réellement bloquants, il faut en discuter au niveau européen. Il faut obtenir les changements nécessaires. Car tous les pays sont confrontés à des flux migratoires, parce qu'il y a de plus en plus de migrants dans le monde entier pour des raisons climatiques, pour des raisons de violence, de guerre, etc., ou d'attractivité économique de l'Europe. Donc tout ça doit être clair. On veuille, par exemple, moi ça ne me choque pas que le Parlement vote des quotas sur les métiers.
qu'on ait besoin de X personnes dans les métiers de la santé, de X personnes dans tel et tel métier, qu'il y a un débat là-dessus et qu'on accorde des visas d'entrée sur la base de quotas visés. Ça ne me choquerait pas qu'on régularise à un moment donné des Français, des étrangers qui travaillent en France mais qui n'avaient pas le droit d'y travailler à partir du moment où ils sont rentrés légalement. Et ils peuvent être restés en France illégalement, mais ils peuvent être rentrés régulièrement. Et à ce moment-là, s'ils sont dans des métiers dont tout le monde a besoin, ce qui peut quand même arriver assez souvent, il faut regarder leur situation. C'est pas un appel d'air. C'est pas un appel d'air. Et l'idée de recourir, c'est pas un appel d'air, peut-être parce qu'on ne le dit pas comme ça. Et d'élargir, Éric Woerth, le champ du référendum, là ça veut dire modifier la Constitution, pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. À chaque fois c'est la proposition des Républicains. Oui, d'accord, mais quand on manque d'idées, souvent on demande le référendum. Toutes les semaines, il y a un nouveau référendum qui nous tombe dessus. Bon, il y a des institutions politiques, il y a une démocratie qui fonctionne, et qui fonctionne plutôt bien. Il y a des institutions, donc on a besoin, au fond, de prendre les décisions dans le cadre de ces institutions. Si c'est pour savoir si on veut réduire ou pas les flux migratoires, on n'a pas besoin d'un référendum, on sait très très bien. Donc la question du référendum sur l'immigration, elle est assez difficile, comme l'était très très difficile à poser la question des retraites, parce qu'il fallait poser toutes les questions au fond sur la manière de réformer un système de retraite. Le référendum n'est pas très adapté à ça. Et j'ai rien contre les référendums, au contraire. Mais sur ce sujet-là, c'est assez complexe. Il faut être prêt à faire passer cette réforme par 43 comme les retraites, parce que trouver un consensus qui convienne à la fois aux Républicains et à l'aile gauche. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je pense que si le texte qui sera proposé, la réforme proposée par Gérald Darmanin et le gouvernement est un texte qui clairement établit un franchissement d'un pas sur la capacité pour la France à maîtriser ces flux migratoires, sachant que nous avons besoin, pour des raisons démographiques évidentes, d'immigrer, mais on doit choisir qui, comment, dans quelles conditions. On doit pouvoir renvoyer les immigrés illégaux. Vieux sujet, hein, mais c'était très compliqué sur le plan diplomatique. Bon, si tout ça avance et que ce texte montre que ça avance, ce sera évidemment voté. Et je vais vous dire, un gouvernement, à un moment donné, notamment le nôtre, il doit prendre ses propres risques, c'est-à-dire il doit accepter de perdre. Autant sur les retraites, c'était pas possible. Parce que sur les retraites, c'est l'avenir du modèle social qui est en cause. Vraiment, c'est l'avenir du modèle social et c'était pas possible de perdre. Donc le gouvernement a utilisé toutes les voies constitutionnelles pour faire adopter sur l'immigration, il faut être prêt à ne pas avoir de loi. Sur l'immigration, vous avez 70% des Français qui sont d'accord avec ce que je dis, c'est-à-dire maîtriser les flux migratoires. Bon, eh bien, on verra comment se situent des groupes par rapport à ce poids des sondages. Autant on travaillait entendez la pression de l'opinion. Autant on travaillait dans un milieu extrêmement difficile, avec 70% des Français contre dans le domaine des retraites et des groupes qui éclataient, qui étaient totalement incohérents. Les LR ont été complètement incohérents pour une partie et d'autres très cohérents. C'était donc très très difficile. Mais il fallait aller jusqu'au bout et le gouvernement a tenu, le président de la République. Le mouvement social a été terrible, a été très très courageux. Autant sur l'immigration, c'est un sujet majeur pour le pays, c'est un sujet d'identité, c'est un sujet de plein de choses. Ce sujet-là, il est porté aussi par les Français. Donc à chacun de prendre ses responsabilités à un moment donné. Ce que vous dites, Éric Woerth, ça fait écho, enfin ça me fait penser à ce que vous disiez il y a quelques jours dans le journal du dimanche quand vous disiez qu'il faut adoucir la verticalité du pouvoir. Alors vous le liez surtout à la question de la décentralisation des collectivités. Mais est-ce que le président et le gouvernement peuvent s'exonérer de ça? Est-ce qu'eux aussi doivent adoucir leur manière d'exercer le pouvoir? Ils le font, honnêtement, ils le font. Le président est probablement celui qui a le plus consulté les citoyens. C'est pas toujours l'image qu'il a, hein. Oui, mais entre l'image et la réalité, il peut y avoir un écart, je vois bien. Mais j'ai assez vu peu dans l'histoire de présidents de la Ve République pas verticaux. Ils sont tous, par principe, c'est le principe même de l'élection au suffrage universel du président de la République. Et on en a besoin. On a besoin d'un chef, et d'un chef, en général, quand même, il a une marge de décision. Et donc le président de la République l'exerce bien. Et dans le domaine des retraites, il a été très ferme parce que c'était l'intérêt du pays. Cette fermeté, elle s'exerce au nom de l'intérêt du pays et de l'intérêt général. Et c'était l'intérêt général, même si à un moment donné, les Français ne pensaient pas la même chose, ce qu'on peut comprendre, mais à un moment donné, on ne peut pas uniquement gouverner en fonction des sondages. Si l'intérêt général et l'intérêt de la nation s'affichent. Et évidemment qu'il faut consulter, mais l'Assemblée nationale aujourd'hui a beaucoup d'indépendance.
Le groupe majoritaire n'est pas un groupe qui a le petit doigt sur la couture du pantalon. Ça ne marche plus. C'est même un groupe qui a ses débats en C'est interne. même pas ça du tout. Il y a des débats internes aussi, et c'est bon, et c'est fructueux. Mais Éric Woerth, vous qui êtes attaché, et vous le dites, hein, au respect des collectivités, prenons un exemple de cette semaine. Le ministre en charge de la fonction publique annonce des décisions. Alors on peut s'en féliciter pour les fonctionnaires, d'augmentation du point d'indice, de primes, d'efforts pour les plus bas salaires. La réponse des collectivités, c'est de dire, mais nous, ça nous met dans la panade. Pour nos fonctionnaires territoriaux, on n'a pas budgété tout ça. On se retrouve devant le fait accompli. Mais j'ai été ministre de la fonction publique, Oui. j'ai été confronté à la même chose. Oui, mais enfin, il y a une solution, hein. C'est que les fonctionnaires territoriaux dépendent des collectivités locales. Ça fonctionne On pas a de manière besoin, similaire aujourd'hui. on a besoin d'une réforme de la décentralisation. C'est pas un mot comme ça creux. Je pense qu'il faut, il y a un pouvoir national avec une capacité à décider. Sinon, au fond, en France, on déciderait pas, hein. Donc, on a besoin d'une capacité de décider. Le président de la République le fait très bien. Et puis, il doit y avoir à côté des capacités à rapprocher les décisions des citoyens. Les collectivités locales peuvent le faire. Le partage du pouvoir. Après, le partage de la valeur, il faut qu'il y ait une forme de partage du pouvoir. Le pouvoir au plus proche, au fond des citoyens et de la qualité du service rendu. Mais dans Et ce c'est cas, ça faut dont créer on a des besoin. impôts locaux, ou Et recréer nous des avons impôts besoin. locaux. Oh non, oui, enfin créer des impôts locaux. La taxe d'habitation a été supprimée. Donc on a surtout besoin, au fond, de se mettre d'accord sur la masse fiscale, notamment nationale. La TVA, elle est totalement, elle est utilisée pour le social ou elle est utilisée pour les collectivités locales. On pourrait avoir des impôts nationaux qui sont répartis et avec une garantie constitutionnelle entre les collectivités locales et la politique nationale. Et les fonctionnaires, à ce moment-là, que les collectivités locales gèrent leur carrière, gèrent leur point d'indice, gèrent De manière autonome. l'augmentation dans les grilles de façon autonome, avec des passages possibles évidemment entre les différentes fonctions publiques. Mais je ne suis pas sûr que les collectivités locales le souhaitent tellement. Oui, et puis c'est pas Je vais vous dire, aujourd'hui. parce que c'est une énorme responsabilité. Ou d'augmenter, c'est jamais assez. C'est ce que disent les syndicats de fonctionnaires sur le point et demi qui sera fait bientôt. C'est beaucoup d'argent, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, hein. Un point, c'est Ça se compte en milliards, de en 3 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc ils sont jamais satisfaits de cela. Et puis, ce qui est encore plus dur, c'est de le refuser. Et c'est plus facile de mettre ça sur le dos de l'État. Je suis pour la clarification des pouvoirs et des compétences. proposition C'est que une vous faites. bonne manière de fonctionner dans une démocratie. Éric Woerth, puisqu'on parle impôts, il y a quelques semaines, c'était le 15 mai sur TF1, le président disait on va concentrer 2 milliards de baisse d'impôts sur les classes moyennes. Est-ce que ça a avancé, ça? Oui. Enfin, Oui, mais non, en fait. Mais le budget 2024, il est en cours d'élaboration. Donc le président, il donne des caps. Il veut soulager les classes moyennes parce que, comme on le sait toujours, les classes moyennes sont ceux qui payent et qui n'ont pas. Il n'a pas l'air souvent facile les à faire ce prestations. budget, parce qu'on entend comme chaque année, Non, on va c'est faire des difficile. économies, on va faire des économies. Il y a une réunion à Oui. Matignon d'ailleurs aujourd'hui, on les voit toujours pas. Enfin, chacun a ses idées, il n'y a pas de souci, mais après... Dans la vie chahutée qu'on a connue sur les 3 ou 4 dernières années, avec un maximum d'injections d'argent public, parce que tout simplement, c'était pas possible autrement, et tout le monde a voté pour, les pays d'Europe ont fait la même chose. Nous, en France, on l'a fait encore plus, puisqu'on est un pays qui est quand même à un niveau de dépenses publiques bien plus important que les autres. C'est évidemment difficile. Il faut aujourd'hui réduire de façon forte le niveau de la dépense publique par rapport à notre produit intérieur brut. Bon, ça nécessite de revoir systématiquement toutes les politiques publiques. Il y a un exercice en cours qui s'appelle la revue des dépenses publiques. On regarde toutes les dépenses publiques. C'est un exercice sain qu'il faut faire tous les ans. Il n'a pas été fait à cause des crises. Donc là, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avec peut-être la première ministre, dès lundi prochain, donneront les conclusions de cet exercice qui vont permettre de préparer le budget 2024. Et puis, il y a une programmation des finances publiques qui n'a pas été votée d'ailleurs par le Parlement, ce qui est quand même c'est la preuve que la un situation problème. politique n'est pas tout à fait... Un tout petit peu un problème. Oui, mais alors les mêmes qui vous disent, les mêmes, je les connais par cœur, les mêmes qui vous disent, il faut réduire la dépense, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Dès que vous citez des exemples concrets, ils s'y opposent. C'est systématique. Personne n'est jamais d'accord sur la bonne dépense à réduire. Alors, on n'est pas dans l'austérité, hein. Quand la France dit je veux réduire les dépenses publiques, c'est pas de l'austérité. En tout cas, c'est pas la même définition que les autres pays. Donc, évidemment pas d'austérité, évidemment des dépenses sociales parce que la France a un modèle social puissant, mais évidemment efficacité de la dépense. La dépense, elle doit être efficace, elle doit atteindre l'objectif. Il faut de la transparence là-dessus. Un tout dernier mot. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, sera entendue aujourd'hui par la commission d'enquête au Sénat sur le fonds Marianne. Elle est en pleine tempête. Est-ce qu'elle peut rester ministre? Vous avez connu pareille période quand on est accusé et qu'on doit exercer des responsabilités. Vous-même, vous aviez quitté le gouvernement à l'époque à l'occasion
d'un changement. Est-ce qu'on peut faire les deux, se défendre et rester ministre? C'est très difficile parce que la pression, elle est évidemment très très forte. Vous êtes persuadé, vous croyez en votre propre innocence. D'ailleurs, vous êtes le seul à avoir la vérité. Donc, vous vous défendez avec vos propres armes, et on vous ramène toujours à cela. Donc, c'est difficile. Moi, j'entends partout qu'il y aura un remaniement, hein. Je ne sais pas s'il y en aura un. D'ailleurs, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui ne savent pas parlent. Donc, je vais éviter de parler. Je ne sais pas. Et on verra s'il y a un remaniement. Je pense que le Premier ministre ou la Première ministre et le Président de la République, ils regarderont qui reste, qui part, qui entre et pourquoi. Un remaniement, ça doit avoir un sens. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'être venu sur le plateau de LCI ce matin. Dans un instant, c'était Elisabeth Martichoux. Le temps de l'info. D'abord, votre météo.